de codage d'une œuvre et la question justement de l'archivage et la réutilisation d'objets ici qui ont été élaborés à l'origine par Jean-Claude Risset. Donc on est heureux d'accueillir Joao Zwijinski qui a rédigé un article avec Alain Bonardi qui s'intitule Analyse créative du répertoire mixte, 2 exemples d'appropriation à partir du recodage d'inharmonique de Jean-Claude Risset. Donc on est vraiment ici à la frontière entre l'analyse et la création. On parlait hier soir avec Caroline Traub notamment de recherche-création. Là, je crois qu'on est un petit peu là-dedans, n'est-ce pas, Joao? Ah oui, tout à fait. Vous m'entendez là? Oui. Tout à fait. Oui. Bon, bonjour. Nous sommes tous les deux ici. On fait l'effort pour garder le geste barrière. Donc, mais on a trouvé un moyen de présenter ensemble. Bon, merci à tous. Tout à fait, je pense que notre présentation rejoint très bien les 2 présentations précédentes. Par exemple, Lisa, quand elle parlait d'une approche des compositeurs pour l'analyse, c'est tout à fait ce qu'on va montrer dans cette présentation. Toutes les questions par rapport à l'archivage, tout ça, vous verrez que nous sommes encore au début de notre recherche. Donc, on a envie de développer encore plus, mais on verra un peu en détail. Bon, comme Nathalie a dit, il s'agit d'un projet de recherche-création. On ne va pas parler en détail de recodage, qui c'est un sujet en soi et qui mérite beaucoup plus de détails. Si tout se passe bien, l'an prochain, on va publier un article en anglais et en français là-dessus. Donc, je ne veux pas vraiment entrer en détail. Nous allons parler plutôt de la façon dont nous avons conçu le concert qu'on a créé, la nouvelle version. Si je passe la nouvelle version d'Inharmonic, la version interactive et temps réel. Et dans ces concerts, nous avons joué 4 pièces, dont ma pièce, la pièce d'Alain, encore d'autres pièces de 2 autres développeurs de cette nouvelle version, Antonio de Sousa Dias et José Luis Ferreira, qui ont entamé cette recherche il y a presque 10 ans. Et notre objectif ici, c'est de montrer comme tout ça, comme toutes ces pièces, comme tous les développements de la nouvelle version, ainsi que les développements de notre pièce, se passent ensemble, se passent dans un même contexte et comment on tire parti de ces projets communs en tout. Donc, pour revenir à Inharmonic, notre point de départ, c'était la documentation et l'analyse de Denis Laurent en musique 5, de codes originaux de Jean-Claude dans Inharmonic. On trouve cette analyse que vous connaissez presque tous sur Internet. Donc, si vous tapez rapport, IRCAM, Denis Laurent, Risset, vous trouvez le code original musique 5. Et ça, c'est pour nous notre source de départ de cette recherche. Bon, notre méthodologie, nous avons conçu les objets, les algorithmes comme des objets, donc c'est-à-dire comme des unités. Et notre objectif, c'est aussi de analyser comment ces objets s'intarissent entre eux et comment ils font des liens entre eux. Bon, là, en l'occurrence, c'est un code d'une cloche de catalogue de 1969 et on verra en musique 5 encore, mais on verra comment tout ça s'organise dans notre recherche de récréation. Bon, là, c'est une structure PLF6. Qu'est-ce que c'est une routine PLF6? En fait, c'est le code, c'est l'algorithme qui permet de jouer les sons des cloches, par exemple. Donc, si je reviens à l'exemple précédent, c'est cette sous-routine qui va pouvoir jouer, par exemple, cette structure de 100 080 avec toutes cette recette et des composantes. En fait. Donc, en gros, ça s'organise en 2 parties. D'une part, nous avons les structures qui sont là. Ici, nous avons 3 structures avec ses respectives composantes. Et la routine PLF6 permet de jouer et d'interagir et d'opérer ces structures. Donc ici à gauche, nous avons le code PLF en Fortran originel. Donc là, c'est même une copie de Fond Risset à Marseille qui nous a gentiment reçu et collaboré avec nous. D'ailleurs, je remercie ce très beau travail de Vincent Tiffon. Et à droite, nous avons là le recodage réalisé par Antonio de Sousa Dias de cette même routine. Et ici, nous avons bien qu'il a transformé un objet et cette routine, comme je disais tout à l'heure,
nous permet, en étant un objet, d'observer de façon individuelle et la façon dont elle interagit avec le reste du système. Donc, pour rentrer vraiment dans les sujets, on peut écouter cet extrait. Là, c'est la version, c'est le concert d'il y a 1 an, en novembre, que nous avons réalisé, que nous avons créé cette pièce. On regarde, on écoute ce petit extrait. Est-ce que vous entendez? Parce Non, que on n'a nous, pas entendu. Est-ce que vous d'accord. avez partagé votre son? Ah, non, On t'a attendez, entendu. je reviens. Au moment du partage d'écran, il faut Oui, tout à cocher. fait. Moi, je l'ai fait. Là, ici, pareil. On réessaye. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Tout à l'heure, ça fonctionnait. Pourquoi ça ne Oui. fonctionne plus? Oui, c'est ça, il part pas sur la Firefox. Oui, normalement, oui. Check, Partage check. le son, ça, c'est d'accord. Oui. Bon, tout à l'heure, ça marchait. Là, ça ne marche plus. Ouais. Bon, tant pis, vous allez regarder sur YouTube. Ça, c'est une bonne excuse pour que vous regardiez l'ensemble de notre projet. Mais Faut bon, partager le chat, sinon le lien pour que les gens oui, puissent. oui, à la fin, on va partager avec vous. Donc ici, vous allez écouter sur YouTube. Nous avons cette partie de la partition où elle joue, c'est là, et elle entre dans les résonances de l'électronique. Donc d'ailleurs, même sur la partition de RIC, on voit les dessins de comment elle intègre l'électronique. Donc en l'occurrence, nous avons cette partie du code, qui sont les routines PLF6 qui jouent ces cloches, et on voit bien qu'elle entre dans l'électronique, elle résonne à l'intérieur de l'électronique. Ici, cette partition, ce n'est pas la partition qui a été utilisée dans le concert de la création, c'est-à-dire dans les années 70. C'est une toute nouvelle version qu'on a trouvée dans les archives d'RIC, que je crois que personne n'a utilisée avant nous. Et nous avons ajouté les nombres des événements qui permet de jouer la pièce en temps réel. J'aimerais bien parler d'une autre partie de la pièce, on ne va pas écouter, bon. Mais ça, c'est un peu avant, dans minutage 5 minutes quelques, qui nous avons un passage assez intéressant où il y a 2 choses qui se passent au niveau de l'électronique. D'une part, nous avons ici la routine PLF6 qui joue une cloche. Ici, nous avons la note là, qui n'est pas la note la fondamentale, on verra plus tard que c'est juste une note de référence. Quand il écrit la partition, il met la note là, ici, qui est en rapport avec la note de la soliste. Et en même temps, nous avons une autre routine, c'est la PLF4, qu'elle fait une sorte de décalage. Donc, elle prend une note comme référence et ensuite le multiple, donc les multiples fréquentiels, et ils sont décalés dans les temps. De sorte qu'on entend une sorte de, comme disait Denis Laurent, une sorte de traînée d'harmonique. Donc, vous verrez ça le moment que vous allez écouter ces passages. Donc, ce qui est très intéressant dans ces moments-là, c'est que à la fois, nous avons vu dans l'exemple précédent que la soliste, que la soprano, elle résonne à l'intérieur de l'électronique. Ici, dans notre version, la cloche, elle est jouée un peu après la soliste. Donc, ça fait une sorte de réponse. C'est presque comme si elle commençait et ensuite on entendait la cloche. Donc, il n'y a plus de résonance, mais plutôt un effet d'anticipation. Et ces jeux d'anticipation-résonance arrivent dans toute la pièce. Si on analyse la première version, la version des concerts avec Irène Nijinsky, on voit que la soprano, elle est vraiment une résonance de la cloche. Ici, ce n'est pas la même chose. Cependant, toute cette partie-là de PLF4, elle anticipe presque toutes les composantes, les composantes de cette routine PLF4 anticipent presque tout le contour mélodique de la note. Donc, même si la cloche n'est pas la source qui va faire résonner le contour, cette routine-là, c'est
ces contours ici va permettre d'ancrer le son de la soprano. Et par conséquent, la cloche est presque une réponse de ces contours-là. Si, grâce à notre recodage, on peut analyser cette partie-là d'une façon un peu plus détaillée. Pourquoi? Parce qu'on peut isoler les éléments de l'électronique. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons deux parties là de l'électronique. On peut isoler chacune de deux. Là, ça, c'est juste un exemple d'une analyse spectrale de la routine PLF4, qu'on voit que ces deux notes-là, qu'on a dans la partition, elles sont suivies par cette routine PLF4. Okay, on ne va pas l'entendre, bah, désolé, mais on voit déjà un exemple de cohérence, en fait, de mixité qui est ici composée dans cette partie-là. Et encore plus intéressant, c'est de voir la cloche que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici à gauche, c'est un patch d'essai qui Antonio Sousa Diaz a créé, où je mets les structures, le nombre de structures qu'on a vu là tout au début d'exposé, que c'est 2080, et la note de référence. On voit qu'elle va créer une première fréquence ici en bas, et cette note de référence, c'est le deuxième partiel. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas la fondamentale, mais c'est juste une note de référence. Et on voit tout à l'heure que les composantes de contour, bah, les fréquences de contour de la soprano ne correspondent pas parfaitement à ce qu'on a dans la cloche, mais plutôt au contour. Si on regarde à l'analyse de ces mêmes passages réalisés par Michel Castellango dans le cas du colloque en Majaricé en 2018, vous verrez qu'elle analyse ces mêmes passages et c'est très intéressant. Elle analyse avec l'enregistrement d'Irène et vous voyez que c'est assez intéressant de mettre en perspective ces deux versions. En fait, comment dans la création la soprano, elle sort de cette note de cloche et comment pour notre version, elle est beaucoup plus ancrée à la routine PLF4. Okay, donc, ça ne veut pas dire que notre version elle est meilleure, mais c'est juste qu'elle est différente et ça fait ressortir des choses encore intéressantes de la pièce. Ensuite, comme je disais, comment tout cet exemple que je viens de vous montrer a résonné dans notre pièce. Donc, tout d'abord, par rapport à ma pièce, j'ai utilisé un code que j'avais déjà développé dans mes pièces, c'est un enchantillonneur, une sorte d'échantillonneur, où je transforme un objet et je prends comme base pas l'analyse, mais le recodage d'Antonio Sousa Diaz qu'on a vu tout à l'heure. Donc, quand il a transformé une routine PLF6 en objet dans JavaScript, moi, je fais pareil. Donc, je fais exactement presque la même chose. Et comme ça, j'ai mes échantillonneurs sous sorte d'objet qui peut avoir plusieurs instances. Dans ces cas, dans cette pièce, nous avons six instances de cet objet-là. Donc, moi qui ne viens pas d'une formation informatique, moi, en regardant, en travaillant avec le code de RICE et les recodages d'Antonio, je pu m'approprier et utiliser dans mes pièces. Et ici, à gauche, ce sont deux autres fonctions qui sont encapsulées dans une classe qui me permet de contrôler toute la pièce, en fait, sous forme des événements, comme dans une pièce mixte. Ça, c'est un exemple. Vous allez écouter, c'est le tout début de la pièce. Il n'y a pas de secret. Et donc, ici aussi, en JavaScript, nous avons les trois événements de ces petits passages. Donc, ici, nous avons le tout début de la pièce. Ensuite, le deuxième qui commence ici, le troisième, c'est la deuxième occurrence de ces premiers passages. Juste voir si c'est pas un truc bête. Non, c'est pas un truc bête. Donc, vous verrez, vous écoutez dans la... Ah, super. Alain, il vient de mettre en ligne sur Discord. Ouais. Donc, vous pouvez écouter chez vous. Et il a la même figure dans l'article, donc il n'y a pas de secret. En rouge, ici, j'ai mis la note fondamentale de la soniste, hein, qu'elle fait un La aigu, puis après, elle fait un glissando. Elle rejoue cette note. Et ici, dans l'électronique, toute la classe que je viens de vous montrer, elle traite
tous ces passages-là, y compris les échantillonneurs sous forme d'objets qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, après la deuxième occurrence de cette note aiguë, elle rejoint la fréquence qui était une fréquence qui était dans l'électronique. Donc, en gros, on voit un effet un peu similaire de ce qu'on a vu dans RIC, qui est ces jeux d'anticipation et résonance au niveau du son, de la morphologie, elle est toujours présent. Moi, je n'ai pas du tout cherché à faire comme RIC, d'ailleurs, ma musique ne ressemble pas du tout à celle de RIC, mais c'est quelque chose qui est né, qui a émergé de ces travaux, à la fois dans le recodage de ces pièces et dans la composition de ma propre pièce. Donc, on a vu deux exemples d'appropriation, une appropriation au niveau du code, dans les JavaScript, l'exemple précédent, et aussi un deuxième exemple d'appropriation au niveau de la mixité dans ces petits passages. La deuxième pièce que nous allons analyser, c'est la pièce d'Alain. Je ne sais pas si tu veux parler un peu plus. Oui. Bonjour à tous. Oui, donc j'en avais parlé l'an dernier lors de ma conférence invitée au gym à Bayonne. Mais juste un mot. Donc là, j'ai repris le modèle de la cloche de Jean-Claude Risset, que vous voyez donc en haut à droite avec ses 11 partiels. Et en fait, j'ai considéré que ce modèle était un appel à la récursivité pour rendre chaque partiel lui-même note fondatrice d'un système de 11 partiels à nouveau. Et l'idée étant de travailler sur la synthèse sonore complexe, avec beaucoup de partiels, la 121, par exemple, spatiale, c'est-à-dire comment on va mapper ces 121 composantes et leur déclenchement et leur vie temporelle vers, là en l'occurrence, 16 harmoniques sphériques, donc en ambisonie 3D à l'ordre 3, et donc avec toutes sortes de possibilités de tri des composantes par date d'attaque, par fréquence, etc., etc. Mais donc le travail là vient vraiment du modèle de la cloche de Risset et de son expansion finalement, de tout ce qu'il peut recéler de potentiel, puisque dans une cloche de cloche, si on peut dire de façon récursive, on garde la sonorité d'origine et on crée des nouvelles sonorités et on les met en espace. Voilà. Et comme Alain a dit, si on va dans son patch, chaque partiel, chacun de 121 presque, donc beaucoup plus qu'Eric a utilisé, il assigne, il fait un routage pour chaque harmonique sphérique. Et quand on a commencé à développer la version des concerts d'une harmonique, on est parti sous la même hypothèse. Donc, on s'est dit que notre recodage peut générer une cloche, par exemple, avec chaque composante de façon individuelle et qu'on peut après assigner pour une harmonique d'un espace. Et c'est exactement ça qu'on fait, qu'on a essayé. Ça, c'est le patch de concert. Il n'est pas très beau, je suis d'accord. On a dû bricoler un peu juste avant le concert pour ajouter 2-3 choses, mais pour une nouvelle version, il sera un peu plus ergonomique. Mais on voit ici la même idée. Donc, nous avons cette harmonique, en fait, cette sortie de notre objet qui génère les composantes dans la routine PLF6 et PLF4 que je vous ai dit tout à l'heure. Et nous avons assigné d'une façon presque aléatoire. On peut, Alain a cherché des modèles, tout ça. Nous avons essayé tout d'abord en façon aléatoire d'assigner ces harmoniques. On a vu que ça marchait et on a gardé comme ça. Et voilà, donc la première version de cette nouvelle version a été jouée de cette façon-là. Ici, que c'est intéressant de cet exemple, c'est qu'on a vu dans ma pièce que moi, dans ma création, j'ai approprié des choses de la pièce de Risset, mais ici, c'est la pièce de Risset qui approprie une chose de la pièce d'Alain. Donc, tout le monde, toutes les pièces ont presque le même statut, on peut dire, dans les cas de ces concerts. Ils ont un rôle aussi important une après les autres. Ici, vous verrez, moi aussi, j'ai mis le 2 vidéos YouTube que vous pouvez écouter pour confirmer ce que je viens de dire, pour avoir une autre idée. Et à droite, j'ai mis le lien GitHub de cette nouvelle version. Comme je disais au début de
de notre présentation, le côté documentation, archivage n'est pas encore fini dans notre recherche. Ce n'est pas très bien documenté encore au GitHub. En fait, ce n'est pas documenté du tout, mais ça va venir. J'espère que dans un mois, on aura des versions beaucoup plus claires dans ce domaine-là. Je vous remercie. Je suis vraiment désolé pour les extraits, mais vous verrez plus tard et nous serons ravis de partager avec vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, vous avez un petit peu plus de temps pour les questions. Les personnes pourront aussi visionner directement depuis YouTube vos vidéos. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Je regarde s'il y a des mains levées dans le chat. Bon, c'est pas grave, ça va venir. Moi, ce qui m'a particulièrement intéressé dans votre présentation, c'est l'idée que en fait, l'analyse et l'objet qui est le code sont pour vous des moyens de vous approprier une œuvre à des fins de création. Et donc, la manière dont vous articulez effectivement l'analyse et la création, je trouve vraiment tout à fait intéressant. Et une petite question par rapport à l'archivage, justement, on en parlait tout à l'heure. Dans le cadre de ce recodage, est-ce que vous avez intégré la dimension archivage ou pérennité? Parce que là, vous en êtes à une nouvelle version justement de Risset. Est-ce que celle-ci est plus susceptible de pouvoir se perdurer dans le temps que la première? Comme Maxence a dit, c'est un sujet assez complexe. Et comme Yann a dit, tout est en dynamique, tout est en mutation. Donc, je dirais que pour une réponse courte, c'est que non. Je ne pense pas que notre archivage qu'elle va être plus pérenne que les autres. La vraie question, c'est que nous, pour la suite de la recherche, on va faire une sorte de bien documenté. Donc, documenter toutes les étapes. Et ensuite, aussi de faire une sorte que ça soit aussi que quelqu'un d'autre puisse reproduire ce qu'on fait en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne va pas être aussi simple de reprendre les codes tels quels, mais qu'avec un peu d'investissement, ils peuvent reconstruire ce qu'on a fait. Et ces GitHub, c'est juste un point de départ pour après que d'autres personnes aussi continuent à continuer à enrichir cette recherche. En fait, elle n'est pas finie. En fait, donc, il y a plein de choses qui peuvent encore améliorer dans la nouvelle version en temps réel. Et on attend un peu aussi de la communauté une sorte de participation dans ce travail et qu'elle aussi puisse continuer. Tout à fait. Donc l'appel est lancé. Nathalie, si je peux oui, tout à fait. Rebondir sur ton commentaire, que je te remercie, je trouve ton commentaire très pertinent. Il y a une mutation, il me semble, du statut et des modes d'analyse musicale. On ne peut plus penser l'analyse musicale des œuvres avec électronique simplement dans le rapport qu'on a pu avoir finalement à la façon de l'écrire et les supports sur lesquels on l'écrit, traditionnellement des articles, des livres, etc. On pense, et on est très nombreux, je sais, parmi les présents, à penser l'analyse musicale finalement comme une activité aussi de manipulation, d'atelier, de mise en œuvre des processus du compositeur, de remise en œuvre des processus du compositeur. Et je crois que finalement, tous ces supports visent bien sûr de l'archivage, mais aussi la possibilité de remettre en œuvre, de ressaisir des codes, de les rejouer, de les remonter en concert. Et pour un musicologue aussi qui ne serait pas dans l'idée de composer avec ces codes, également de se saisir des environnements pour jouer les sons, pour les écouter, pour les manipuler. Et je crois que c'est vraiment l'ouverture de l'activité d'analyse musicale sur ces nouveaux supports, finalement. Oui, tout à fait. Merci pour cette... Yann. Oui, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Alain, il me semble que ça ouvre aussi une nouvelle forme d'interprétation des œuvres
qui est plus simplement l'interprétation instrumentale classique du concert, mais une sorte d'interprétation, recomposition de l'œuvre à partir des codes informatiques. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant et il me semble que c'est assez nouveau, quoi. C'est vraiment permis par la technologie. Ce n'était pas possible avant, quoi. Effectivement. Oui, et même dans notre travail, on a eu on a été confronté à cette question parce que quand on a fait la pièce, on a joué la pièce en concert et ensuite quand on a dû faire la version YouTube, on a changé des choses au niveau du code carrément en fait, parce que là, comme je vous ai montré, on a été parti dans une logique de l'espace qui marchait en concert, mais qui n'était pas vraiment propre à la version stéréo. Donc, au niveau du code aussi, il y a ces changements. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Est-ce que je peux poser une question aux musicologues qui sont dans la salle? Parce que du coup, ça va impliquer quand même une certaine maîtrise des langages de programmation, notamment musicaux, de la part des musicologues. Comment vous voyez ça? Moi, j'adore. Hein. Toi, tu n'as pas le droit de répondre. Yann, tu veux dire que la musicologie devrait être computationnelle, c'est ça? Oui, un peu, oui. Je pense qu'on est plusieurs ici à partager cette idée. En tout cas, bien sûr, bien la sûr. communauté qui s'est réunie autour des gyms, je pense qu'elle est sensible à ces côtés, justement, intégration d'outils informatiques pour l'analyse musicale. Après, ce qui change, c'est peut-être les répertoires. Du coup, quand on s'attaque à des répertoires mixtes, effectivement, l'approche aux technologies est différente par rapport à l'analyse, disons, d'un répertoire plus traditionnel dans lequel on intègre aussi les outils informatiques. Mais dans les deux cas, en fait, on est confronté à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, l'analyse est résynthèse, c'est-à-dire que quand tu reproposes des pièces à partir de l'analyse, on est en fait dans l'optique d'une analyse créatrice, dans le sens de Boulez. Boulez parlait de la puissance de l'analyse, n'est pas juste d'analyser la pièce, mais c'est de pouvoir, du coup, recréer avec les outils qu'on a formés, qu'on a constitués, recréer la pièce ou, disons, voyager dans l'entourage de la pièce pour, disons, avoir cette puissance créatrice, du coup, qui est intéressante à exploiter. Donc, je pense que tous les compositeurs, les musicologues qui sont aussi compositeurs sont sensibles à ça, c'est-à-dire ils ne font pas l'analyse pour l'analyse, mais c'est toujours un esprit de résynthèse et voir en quoi les outils deviennent porteurs des nouveaux, enfin, déclenchent la créativité. Mais même ceux qui ne sont pas compositeurs, je pense que voilà, attachent quand même un sens très, disons, à la créativité de l'acte analytique qui donc peut être vraiment renforcé par l'outil technologique. Je pense que voilà, peut-être qu'on va, on va aussi avoir des réactions des autres musicologues, mais c'est un point essentiel, je pense, pour vraiment, disons, envisager une musicologie vraiment du XXIe siècle. Et donc, vraiment penser la musicologie computationnelle avec les technologies aujourd'hui. En fait. Il y a d'autres réactions de musicologues ou analystes, je ne sais pas comment on les appelle, mais en tout cas, moi, je trouve ça comment dire, rassurant de pouvoir avoir de diversifier les objets de l'analyse. Et le fait de se dire justement que le code, ce n'est pas juste un outil et un moyen, mais c'est également un objet sur lequel on peut faire porter l'analyse elle-même, ça me semble être une espèce de changement de paradigme, parce que pour l'instant, je pense que souvent la musicologie, ou même l'analyse musicale, envisageait le code comme un simple outil. Mais en fait, finalement, ce n'est pas juste dans le processus, c'est aussi l'œuvre elle-même qui s'inscrit en partie dans ce code. Donc, comme je disais tout à l'heure, bon, je n'ai pas réfléchi plus que ça pour l'instant, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que la dimension symbolique aussi du code serait importante à étudier,
notamment du point de vue sémiotique, c'est-à-dire savoir quels sont les objets qui se cachent derrière les codes et qui, comme on le disait tout à l'heure, dépendent aussi fortement de l'œuvre en question. Mais après, on pourrait réfléchir, voilà, comme par rapport aux partitions, est-ce qu'il y a des points communs entre plusieurs œuvres? Est-ce qu'il y a des constantes qui se dégagent? Je pense qu'il y a tout un pan de recherche à développer de ce point de vue-là. En tout cas, du point de vue de l'analyse musicale, ça me semble important de prendre ces objets en compte. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce qu'il y a Oui. d'autres réactions? Oui, Oui, Pierre. Oui, juste tout à fait. Et ce que posait à la fois ce que dit Yann, c'est vraiment un gros problème en musicologie. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Anne, Alain. En effet, dans le domaine de la musicologie, de la musique électroacoustique, ça fait très longtemps qu'on a engagé ce processus dont tu parles, Nathalie, et qui commence peut-être un peu à essaimer dans une musicologie plus traditionnelle, entre guillemets. Mais c'est un gros problème qui est lié en fait simplement au cursus aussi musicologique, qui nécessite vraiment une grosse refondation, je pense, à mon avis, justement pour intégrer l'enseignement de ces pratiques de code. Et pour les étudiants qu'on voit arriver de plus en plus maintenant, et même maintenant c'est vraiment devenu quelque chose d'assez général, ce sont des étudiants pour beaucoup qui maîtrisent un certain nombre d'environnements de programmation. Et qui ont vraiment une demande par rapport à ça. Et je pense que plutôt que d'aller vers une musicologie computationnelle, comme le dit Moreno, je préfère aller plutôt vers une musicologie numérique qui englobe à ce moment-là pas seulement l'aspect computationnel, mais tous les aspects à la fois de maîtrise, d'usage, de développement du numérique dans la musicologie. C'est, à mon avis, c'est quelque chose un peu plus large et qui permet d'englober ça et qui remonte en fait à la musicologie numérique, remonte aux années 70 déjà. Mais je pense qu'on parle d'une question de formation et c'est une question très forte actuellement qui émerge, enfin je pense, par rapport au cursus musicologique actuel en fait. Je pense qu'on parle un petit peu de la même chose, c'est-à-dire ta musicologie numérique et la musicologie computationnelle. Enfin, c'est un peu la même vision, c'est-à-dire l'aspect calculabilité quand même, l'aspect calcul qui rentre dans les processus d'analyse, dans les processus d'interprétation, dans les processus d'archivage. Après, il y a des étiquettes voilà, auxquelles on est un peu plus sensible ou pas, mais je pense qu'il y a une tradition de musicologie computationnelle en France. Je pense à Riot, Ménage et cette filiation qui est quand même, c'est une spécificité française le monde nous envie, hein, on pourrait dire. Bien évidemment, ça rejoint aujourd'hui les problématiques dont tu parles, Pierre, de la musicologie numérique au sens du code. Mais en fait, elle est déjà présente. Hein, si on prend les écrits de Marcel Ménage, qui étaient, je pense, qui nous ont inspiré et qui ont inspiré beaucoup de musicologues. Enfin, là, on voit bien la nécessité d'intégrer la dimension algorithmique dans l'analyse, dans la composition, dans l'interprétation, etc. Donc, je crois qu'il y a deux demandes de prise de parole encore. Excuse-moi, Pierre. Lisa Méridan et ensuite Anne Cédès. Oui, je voulais rejoindre ce qu'ont dit les autres, en fait, parce qu'en fait, ce qu'on demande là, c'est que le musicologue aura une compétence afin de lire ces partitions qui sont les données et que c'est tout à fait un problème si on ne forme pas les étudiants dans cette démarche. Parce qu'afin de bien analyser une œuvre, il faut bien comprendre le langage dans lequel elle est écrite. Donc, si on ne peut pas aborder le langage informatique, ce serait carrément impossible de faire une analyse juste de cette œuvre. Tout à fait. Anne Cédès. Oui, donc bonjour à tous et à tous. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on essaie de travailler à l'Université de Paris 8, Johan, Alain et plein d'autres. C'est cette idée en fait de effectivement partager une culture du code, c'est-à-dire que nous soyons musicologues, compositeurs, étudiants, etc. On aborde le code au fond comme de l'objet, c'est-à-dire c'est pas les objets cachés derrière le code, c'est le code en tant qu'objet, le code en tant que moyen d'écriture et d'expression. De ce point de vue-là, on est effectivement dans une approche
mixte très large, hein, parce que aussi bien l'écriture traditionnelle que le code informatique doit être pris en main, lu, compris, réutilisé, transformé de manière créative, tout ce qu'on voudra, mais il faut faire qu'en effet, et c'est pas si difficile que ça pour les jeunes générations, que dans nos cursus, les étudiants soient à même d'apprendre à lire et à se repérer sur un document qui apparaît comme du code ou comme du patch et pas seulement comme de la partition, quoi. Donc là-dessus, c'est vraiment quelque chose à travailler dans le sens d'un accès aux sciences ouvertes, hein. Donc computationnel ou autre, peu importe. Il faut vraiment avoir une approche ouverte qui fasse qu'on donne accès aux étudiants en musique, musicologie, et quelque part, c'est aller contre une spécialisation qui catégorise, qui réduit, parfois même au nom de la créativité d'ailleurs. Donc voilà, il faut être ouvert là-dessus. Merci beaucoup, ce sont de très belles perspectives. Alors, je propose que les discussions se poursuivent sur Discord, dans le salon dédié à la session numéro 4. Nous allons arrêter cette session plénière maintenant, de manière à ce que nos assistants puissent préparer la prochaine session qui est dédiée à la présentation des posters et qui débutera à 11h30. Donc je vous rappelle que vous pourrez visiter les 14 posters jusqu'à 12h30, 13h et échanger avec les différents présentateurs. Voilà, donc nous vous remercions toutes et tous, en particulier Joao et Alain pour cette présentation très stimulante, ainsi que les présentateurs précédents. Merci beaucoup. Bonjour, je vais profiter de prendre un petit peu la parole pour demander